Télésud, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Mardi 3 avril, voici les titres. Après l'embargo, le spectre de l'islamisme armé menace le Mali. À Tombouctou, les combattants du MNLA se sont fait chasser par le mouvement islamiste Ansar Dine. Au Cameroun, certains villages peuvent désormais se mesurer au reste du pays. Ils viennent de recevoir l'électricité et l'eau potable, véritable gage de développement. Et puis le Bénin et l'Espagne, unis pour lutter contre la piraterie maritime qui continue de sévir au large des côtes béninoises. Nous y revenons dans un instant. Mais avant, au Sénégal, un peu plus de 24 heures après son investiture, le nouveau chef de l'État Macky Sall poursuit ses entretiens avec différentes personnalités tant au niveau national qu'international. Dernière rencontre il y a quelques heures, le Premier ministre marocain Abdelila Benkiran. Et au plan interne, c'est la nomination d'un chef du gouvernement qui est toujours attendue. Nous y reviendrons évidemment dans une prochaine édition. Et on vous le disait dans une précédente édition, au Mali, la junte est désormais totalement isolée, soumise depuis ce lundi à un embargo diplomatique, économique et financier total. Décision prise lors du sommet de la CEDEAO à Dakar ce lundi. Et sur le terrain, les islamistes armés semblent bien prendre le dessus sur le mouvement révolutionnaire du MNLA dans le nord du pays. Et selon des sources concordantes, le groupe armé islamiste Ansar Dine et des éléments d'AQMI ont pris ce lundi le contrôle de la ville historique de Tombouctou. Ainsi, Tombouctou a passé sa première nuit sous la charia selon un fonctionnaire de la ville. Et parallèlement, toujours au Mali, ceux qui se disent les déçus des politiques ont lancé à Bamako un mouvement qui appelle les militaires putschistes à quitter le pouvoir et prône le dialogue entre les partisans et détracteurs de la junte. Un mouvement de jeunes, d'artistes, d'hommes de médias ou encore représentants du monde culturel. On écoute. Notre slogan, c'est « Ça suffit les politiciens démagogues, ça suffit les politiciens affairistes, ça suffit les coups d'État au Mali et en Afrique, ça suffit !» Le coup d'État perpétré le 22 mars est une cause de plus d'approfondissement de la fracture sociale, de déshumanisation, d'anéantissement des institutions. Il précipite le déclin de l'État et anticipe la déchéance de nos valeurs les plus fondamentales. Au Congo-Brazzaville, suite à la série d'explosions du 4 mars dernier, le ministre congolais des Finances a fait le point sur le paiement de l'allocation d'urgence de soutien aux familles des victimes. L'Argentier a précisé que près de 2000 familles ont perçu cette allocation de 3 millions de francs CFA sur un coût global de 6 milliards. Boris Agapit. Chaque famille qui était sous un toit au moment de la survenue du sinistre et qui l'a perdu rentrera en possession de 3 millions d'allocations d'urgence. Ces propos sont de Gilbert Ondongo, ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, au cours d'un échange avec les professionnels de la plume et du micro. Tenant compte des inquiétudes constatées ça et là, le ministre rassure que cette allocation de soutien sera versée à toutes les familles sinistrées, ce dans le but de reconstituer la dignité humaine. C'est comme ça qu'a été décidé le principe d'allouer une somme forfaitaire de soutien aux familles, j'insiste bien, aux familles sinistrées, c'est-à-dire des familles qui se sont retrouvées du jour au lendemain sans toit. À ce jour, 2000 familles l'ont déjà perçu pour un coût global de 6 milliards de francs CFA. Gilbert Ondongo appelle les concernés à s'armer de patience puisque le gouvernement travaille en fonction d'une programmation pour exécuter cette paye. L'opération poursuit son cours normal. Il y a autant d'argent disponible qu'il y a des ayants droit. S'il y a 10 000 familles, il y a 10 000 familles fois 3 millions disponibles. S'il y a 20 000 familles réellement concernées, il y a 20 000 familles, il y a 20 000 fois 3 millions disponibles. Même ceux qui sont sur leur lit d'hôpital ou indisponibles l'apercevront. L'assurance est du ministre des Finances. Lorsque nous aurons fini de traiter ceux qui sont sur la liste, le temps viendra, nous nous rendrons sur place pour constater que certains, pour des raisons indépendantes de leur volonté, sont sur un lit d'hôpital, sont partis de leur parcelle, sont éloignés de Brazzaville. Nous irons à leur rencontre pour leur verser leur allocation méritée. À l'évidence,
Les ressources financières sont disponibles pour faire face au paiement intégral de cette allocation qui revient de droit aux familles sinistrées. Instaurer des mécanismes de protection des droits de l'enfant au Burundi, une initiative du ministère de la Justice afin d'apporter un cadre adapté pour ces mineurs souvent en conflit avec la loi, une mesure qui pourrait servir aux 400 enfants actuellement dans les maisons de détention dans le pays. Makalix Moshitsi. Le Burundi a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant en 1990. Cette convention comporte l'exigence de mettre en place un cadre légal adéquat et une bonne prise en charge judiciaire des mineurs en conflit avec la loi. Cela étant, environ 400 mineurs sont incarcérés et plus de 2/3 sont en détention préventive. C'est dans cette perspective que le ministère de la Justice, en collaboration avec ses partenaires agissant dans le domaine de la justice juvénile, ont organisé une session de réflexion sur le pas déjà franchi et les défis à relever dans son cadre. Ainsi, une avancée significative a été enregistrée grâce à la détermination des acteurs judiciaires. Nous avons aussi déjà mis un système de points focaux mineurs dans toutes les juridictions de la République, ce qui permet un traitement rapide avec sérénité des dossiers des mineurs dans toutes les juridictions du Burundi. Malgré les mesures déjà prises par le gouvernement du Burundi en vue d'améliorer les conditions carcérales des mineurs, des défis majeurs restent toujours à relever quant à la juridiction de ces mineurs. Pour le moment, il n'y a pas encore eu de création de chambres pour mineurs. Mais nous sommes tous en train de travailler dans ce sens pour que dans le prochain code de procédure pénale, il y ait création de chambres pour mineurs. Nous pensons aussi qu'on doit aller viser plus haut, quitte à ce qu'on ait un code de protection de l'enfance, du moins dans les jours à venir. Une cellule nationale de protection judiciaire de l'enfant vient d'être mise en place au Burundi en vue de faciliter les procédures judiciaires pour les mineurs. Au Cameroun, l'électrification et l'accès à l'eau potable, désormais une réalité dans certains villages de la région du centre. Des projets qui redonnent de l'espoir aux villageois qui n'ont plus rien à envier aux habitants des métropoles. Dorothée Ndoumbe. Voici Nkolmetet, un village situé à environ 1 heure de route de Yaoundé. Aujourd'hui est ici jour de fête car les populations célèbrent l'électrification de leur village. Une promesse qui date de quelques années mais qui enfin est effective. Je me sens à l'aise. Ça date depuis qu'on n'a jamais eu le courant. On attend ce projet qu'on va nous donner le courant. Très content, tout le village est très content, vous voyez. Les villageois sont unanimes que cette électrification va sortir la zone de l'enclavement, réduire les zones rurales et mettre les jeunes du village au même niveau de culture que ceux de la ville de Yaoundé. L'énergie que vous nous apportez, gage d'un véritable développement, améliorera nos conditions de vie et de travail. Elle nous donnera enfin l'envie et le courage de rester dans nos villages, la chance de nous mesurer aux jeunes de grandes villes, la possibilité de parcourir le monde à travers la télévision, la radio et l'Internet. Si le projet est apprécié, quelques insuffisances sont tout de même relevées par les villageois. Il y a quand même des insuffisances, notamment tout le village n'est pas couvert par la basse tension. Sur le plan économique, nous sommes en arrière. Il nous faut des appuis en agriculture, en pêche, en pisciculture et en élevage. Nous voulons aussi avoir une école. L'électrification n'est pas le seul cadeau des populations de Nkolmetet. Elles ont également reçu de l'eau potable et espèrent avoir bientôt des routes dignes de ce nom. Un mot sur la coopération militaire entre le Bénin et l'Espagne, unis pour lutter contre la piraterie maritime. La Marine nationale bénéficie ainsi depuis quelques jours de l'expertise espagnole, d'où la présence du navire de guerre espagnol Vencedora au port de Cotonou. Maximien Gbénou. En 2011, le Bénin a essuyé une trentaine d'attaques en haute mer, des situations face auxquelles le gouvernement a pris des mesures diplomatiques qui s'imposent pour dissuader à jamais les pirates et protéger les côtes béninoises. La présence du Vencedora, navire de guerre espagnol, s'inscrit dans cette dynamique. Nous allons renforcer la coopération entre l'Espagne et le Bénin. L'Espagne est un très grand partenaire au port maritime de Cotonou dans le cadre de la formation et tout. Et nous continuons maintenant dans le cadre militaire. Vencedora pèse 1500 tonnes avec 500 personnes à bord. Équipé des dernières technologies, il est capable de couler un navire à l'aide des missiles et de faire toutes sortes d'interventions.
Depuis son arrivée au Bénin, l'équipage militaire a déjà effectué plusieurs séances d'entraînement avec les éléments de la marine béninoise. Je pense qu'il peut faire un bon travail contre la piraterie, parce que c'est le principal menace ici. Et je crois qu'ils sont préparés et nous sommes ici pour l'aider. Incessamment, le Bénin reçoit son propre navire patrouilleur. Des jours sombres sont ainsi promis aux pirates des eaux béninoises. C'est le renforcement des capacités opérationnelles des forces navales par la commande de 3 patrouilleurs et 2 avions de patrouille maritime. C'est une première dans l'histoire de notre pays. Le gouvernement a compris les enjeux économiques, sécuritaires, environnementaux et donc n'a pas lésiné sur les moyens. Le navire Vencedora va naviguer ensuite vers le Ghana, la Guinée-Conakry, le Cap-Vert, le Sénégal, avant de retourner à Las Palmas. Et dans l'actualité française, 13 des 17 islamistes radicaux interpellés vendredi dernier vont être présentés au juge antiterroriste en vue d'une mise en examen pour détention d'armes et association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Et d'après les enquêtes, le groupe Force Analiza aurait bien projeté d'enlever Albert Lévy, un magistrat lyonnais, comme le confirme le procureur de Paris. On l'écoute. Le nommé Achamlan Mohamed, fondateur du site de propagande islamique radicale Force Analiza, ce qui signifie, vous le savez, les cavaliers de la fierté, avait fédéré autour de lui un certain nombre d'individus qui se livraient depuis plusieurs mois à des entraînements physiques et recevaient un endoctrinement religieux en vue de prendre part au djihad. Avait été évoqué au cours d'une réunion tenue à Lyon en septembre 2011 un projet d'enlèvement d'un magistrat lyonnais avec lequel avait eu maille à partir l'un des membres de la cellule lyonnaise. Il s'agissait effectivement, comme cela a été indiqué ce matin, d'un juge d'instruction. C'est un croisement d'un certain nombre d'éléments qui figurent dans le dossier. Vous avez une enquête préliminaire qui est lancée à la fin du mois d'octobre 2011, donc 4 mois avant l'affaire Mera. Dans la mesure où il y a suffisamment d'éléments de procédure pour interpeller, les juges d'instruction, puisque c'est eux qui prennent la décision, c'est ni le parquet ni la police, les juges d'instruction décident de demander l'interpellation vendredi matin. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Mais avant, je vous rappelle la principale information de la journée. Au Mali, Tombouctou, désormais contrôlé par les islamistes radicaux. Et après l'annonce d'un embargo total du pays par la CEDEAO et des menaces d'une intervention militaire, la situation de crise dans le pays a fait l'objet d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Au final, un accord de principe, notamment au plan humanitaire, mais pas encore de déclaration. À la fin de ce journal, la suite de vos programmes, c'est tout de suite sur Télé Sud. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition.